Paris, un soir de match. Allez, allez! Tous les fans de foot sont massés devant le petit écran. Monaco joue contre le PSG. Yohann Drahi et ses amis soutiennent les Parisiens. J'ai dit, il y aura but! J'ai dit! À la mi-temps, c'est Yohann qui régale les invités. Et depuis quelque temps, il ne sert plus de pizza. Voilà, les poses comme ça. Écoute, c'est appétissant. Dis-nous ce qu'il y a. Alors en fait, vous avez... Moi, je connais ceux-là, les classiques. Voilà, là il y a les classiques, il y a les californiens au saumon. Ça, on les connaît. Il y a les sushis au thon, sushis au saumon, maquis au concombre. Bien évidemment. Un plateau télé original, rapide et convivial. On met de la sauce salée. Avant, quand on voyait des matchs de foot, on était plus pizza, éventuellement burger. Mais là, aujourd'hui, c'est plus des sushis. C'est des choses plus saines, avec plus de goût. Et on garde plus la ligne. Diététique, exotique et ludique, le sushi s'invite désormais à toutes les tables. Une simple tranche de poisson cru sur une petite boule de riz. Voilà le dernier coup de cœur culinaire des Français. Ils sont les plus gros mangeurs de sushi d'Europe, avec plus de 1600 restaurants. En moins de 10 ans, nigiri, makis et shirashi se sont démocratisés au point d'être servis dans des fast-foods. Pour baisser les coûts au maximum, le sushi Made in France est entré dans l'ère industrielle. En moyenne, dans l'usine, on est aux alentours de 470 pièces par heure par personne, fabriquées et commercialisées. Mais ces sushis ont-ils encore quelque chose à voir avec les sushis traditionnels? Pour le savoir, nous sommes allés au Japon, à la rencontre des meilleurs maîtres sushis au monde. Si vous vous trompez dans la cuisson du riz, vous devez le jeter immédiatement et le refaire. En France, nous nous sommes demandé si les conditions sanitaires dans lesquelles sont fabriqués nos sushis étaient satisfaisantes. Ça, c'est pas propre, ça a traîné chez le fournisseur, etc. Vous voyez, c'est des polystyrènes, c'était les bacs de transport, c'est pas très hygiénique. En Norvège, nous avons enquêté dans les fermes géantes où sont élevés les saumons de nos sushis. Là-bas, certains écologistes affirment que c'est la nourriture la plus toxique au monde. De Paris à Tokyo, des arrière-cuisines aux écoles des plus grands chefs. Enquête sur les recettes d'un succès. Un dimanche après-midi, dans le quartier japonais de Paris. Yohann se prépare à prendre son premier cours de sushi. Et là, maintenant, regardez bien, retournement de maquis. Alors, on l'attrape par les oreilles. Ces cours, on la cote dans toutes les grandes villes de France. Tranquillement, sans se presser, ça ne tombe pas. Une fois qu'on a fait ça, il fait rentrer un petit peu le maquis vers le bas. Ce jour-là, le maître de cérémonie, c'est Patrick Duval, un restaurateur. Tous les dimanches, pour 60 €, il initie une douzaine de curieux à l'art subtil des makis et des nigiri. Remouille un peu les doigts. Voilà, maintenant, il faut vraiment en mettre partout. Il faut vraiment qu'il y en ait partout. Il faut vraiment égaliser, voilà. Il ne faut pas lâcher. Donc, recommence. Yohann a un peu de mal. Maintenant, 2 fois. C'est sa toute première fois. Tu soulèves devant. Tu soulèves. Tu soulèves bien pour regarder où tu en es. Voilà. Et puis maintenant, tu vas envoyer ça un quart de tour en avant. Voilà, c'est comme ça. Il n'a pas une si vilaine figure que ça, quoi. On verra après. Tu remouilles tes doigts avant de prendre le maquis. Pourquoi cette spécialité japonaise séduit-elle des Français peu habitués à manger du poisson cru? Patrick a sa petite idée. Quand on mange du poisson cru, on n'y ajoute rien. On est vraiment
sur le pur produit. Et on a tellement de produits transformés dans toute la nourriture. Vous allez dans n'importe quel supermarché, tout est transformé, cuit, recuit, travaillé, mélangé avec d'autres ingrédients. Là, pour une fois, on a quelque chose qui est pur, qui est vraiment le poisson pratiquement tel qu'on l'a trouvé dans la mer. Dans quelques jours, Patrick organisera un séjour gastronomique au royaume des sushis. Eh bien, bon appétit! Merci. Direction le Japon avec Johan et une dizaine d'autres Français. Là-bas, les grands maîtres ont fait du sushi une cuisine d'exception. Quand le jour se lève dans la baie de Tokyo, à Tsukiji, le plus grand marché aux poissons du monde, c'est déjà l'effervescence. Les grossistes se disputent les plus belles pièces de thon, le poisson le plus recherché. L'an dernier, aux enchères, un thon de 220 kg a atteint les 1 380 000 €. Dès l'aube, sa silhouette se dessine dans les allées. Hachiro Mizutani est l'un des plus grands maîtres sushi au monde. Et pourtant, tous les matins, depuis près de 50 ans, il est là en personne. Avec le temps, ses principaux fournisseurs sont devenus des amis. Le thon d'hier, c'était quoi? Il était pas mal. Oui, en effet, celui-là, c'était un bon. Il lui propose les meilleurs morceaux de la pêche du jour. Le chef leur fait entièrement confiance. Ils ne discutent même pas le prix. Le fait qu'il vienne ici tous les jours, cela nous permet de savoir ce qu'il voudra le lendemain. Et pour nous, les clients qui viennent tous les jours, vous comprenez, ça crée une relation de confiance. Ça nous encourage à leur donner le meilleur. Vous ne pouvez pas commencer à cuisiner si vous n'avez pas acheté les produits vous-même. La cuisine, ça commence par là. Si vous laissez quelqu'un d'autre acheter les produits, vous pouvez ne pas être satisfait et lui dire « C'est quoi ça? C'est pas bon ?» Et là, ça casse l'ambiance pour toute la journée. Comme un cadeau précieux, chaque pièce de thon est emballée avec soin. À sa table, M. Mizutani servira les meilleurs poissons du jour. Thon rouge, barbu et coada. Son restaurant, 3 étoiles au guide Michelin, est un lieu pour initiés. Il se cache au 9e étage de cet immeuble, dans le quartier de Ginza, la Mecque des sushis. Derrière son petit comptoir, M. Mizutani va nous dévoiler quelques-uns de ses secrets. Chihiro Masui est critique culinaire. À chaque fois qu'elle vient à Tokyo, c'est son petit plaisir, goûter les sushis du maître. Ça fait un moment que je me suis pas assise à ce comptoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Pour elle, ils sont les meilleurs au monde. Des nigiri, ça vous va? Oui, avec plaisir. Merci. Dans ce tout petit restaurant, il n'y a pas de carte. Le maître confectionne ses sushis en fonction de la pêche du jour, devant les clients, comme le veut la tradition. Plus qu'une cuisine, le sushi est un univers qui a ses codes. Il est l'un des emblèmes du Japon. Comme tout ce qui est japonais, le sushi viendrait de Chine. Au départ, c'était une méthode de conservation du poisson. En Chine, apparemment, le poisson était conservé dans du riz et du sel. On jetait le riz et le sel, on mangeait plus que le poisson. On s'est dit que c'est un peu dommage de jeter le riz. Donc les Japonais se sont mis à manger le poisson avec le riz. C'est ainsi qu'est né l'ancêtre du sushi, il y a plus de 1500 ans. Des siècles de savoir-faire en ont fait un mets raffiné. Dès que vous mettez le sushi entier en bouche, parce qu'un sushi ne se croque pas, les grains de riz se séparent et chaque grain a une texture,
a un goût. C'est salé, c'est sucré, c'est un peu acide, c'est parfumé, c'est vraiment très très bon. Quant au poisson, le maître doit le laisser reposer plusieurs heures pour qu'il exhale toutes ses saveurs. Dans cette cuisine du cru, le temps qui s'écoule remplace la cuisson et l'assaisonnement. Pour qu'il soit vraiment parfait, pour qu'il développe tout son goût, ce poisson doit reposer entre 7 et 8 heures. C'est ça la cuisine du poisson. C'est qu'en en tuant le poisson, en le nettoyant très très bien, en le saignant, parce que le sang donne un mauvais goût, et ensuite en laissant reposer la chair du poisson, il cuisine le poisson avec le temps, bien sûr dans une certaine température, etc. Mais c'est ce que moi j'appelle la cuisine du temps. À Tokyo, il y a plus de 5000 restaurants où l'on perfectionne chaque jour cette cuisine du temps. Dans cette ville qui ne dort jamais, on peut manger des sushis à toute heure du jour et de la nuit. Pour atteindre le sommet, il y a des écoles d'excellence, comme Sushi Zanmai. Tu vois le vinaigre qui coule? Tu le vois, toi? Allez, viens par là, rapproche-toi. C'est le deuxième jour de formation et ça commence mal. Tu ne peux pas mélanger le riz si tu tiens la spatule comme ça. Tiens-la bien fermement et à cet endroit-là. Sinon, tu ne vas pas y arriver. La première chose à apprendre, c'est ce petit geste de la main qui permet d'aérer le riz, presque grain par grain. Même quand on le mélange, il est tout collant, ce riz. Je l'ai vu tout de suite qu'il était plus mou que d'habitude. La plupart des élèves rêvent d'être leur propre patron. Mais avant, il leur faudra supporter pendant plusieurs années cet apprentissage quasi militaire. Lileka aimerait ouvrir son restaurant aux États-Unis. C'est la seule fille du groupe. Pourtant, le prof n'est pas tendre avec elle. Tu ne sers vraiment à rien. Si tu te fais engueuler ici, aux États-Unis, personne ne te prendra. Oui. Moi, je suis le patron. Je ne te prends pas. Oui. C'est vrai. Parfois, notre prof me fait peur. Mais comme je pense qu'il le dit pour mon bien, j'écoute et je m'accroche. Ici, si on est aussi strict, c'est parce qu'on va en faire de bons artisans. Si on dit toujours « oui, oui, c'est bien », vous croyez qu'ils vont y arriver? À côté des débutants, les apprentis. Ils ont 3 minutes chrono pour réaliser 10 sushis. C'est lent. Dépêche-toi. Prends d'abord le riz et après le poisson. Terminé, chef. 3 minutes. Merci, chef. 3 minutes et 23 secondes. En plein milieu de l'épreuve, le président de l'école en personne vient faire une inspection surprise. Kiyoshi Kimura a fait fortune grâce aux sushis. L'an dernier, au marché, c'est lui qui a raflé le thon à 1 380 000 €. Demain, ses élèves feront le succès et la réputation de ces 28 restaurants. Mais elles sont mal coupées, ces tranches. Tu leur as pas appris à couper correctement, en biseau? Alors, il est très exigeant. Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi cette façon de couper? Il vérifie tout. 10 grammes de différence. Chaque tranche de poisson au gramme près. Apporte-moi ça là. Mais aussi la texture du riz. Manque de chance ce jour-là, les élèves ont versé trop d'eau au moment de la cuisson. Si vous vous trompez dans la cuisson du riz, vous le jetez immédiatement. Et vous refaites tout. Quand on se trompe, on se trompe. Oui, monsieur, je vais le changer. Il faut en refaire tout de suite. Vous le voyez bien quand vous le mélangez qu'il n'est pas bon le riz. Parce que sinon, vous allez voir les élèves. Ils vont faire pareil. Ça arrive à tout le monde de se tromper.
de faire des erreurs. Dans ce cas, tu dis pardon, tu jettes et tu refais un nouveau riz. Mais si tu n'es pas prêt à jeter, si tu n'as pas acquis ce réflexe, une fois devant les clients, tu peux te dire « c'est pas grave, ça va passer ». Alors, tu vas servir un mauvais riz. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Et c'est ça qu'on leur enseigne. Ce n'est pas la technique, c'est de ne pas cacher le mensonge. De cuisiner vraiment avec le cœur. « 500 km plus au sud, Kyoto, l'autre capitale gastronomique japonaise. Dans les ruelles étroites, Patrick guide son groupe de Français. C'est leur premier jour au Japon. Ça, c'est les mini sardines. Sardines séchées au soleil. Et ça, c'est des crevettes aussi séchées. Au marché central, ils goûtent des produits étonnants. Il y a du calcium dedans. Tu sais, tu le ressens. Kataï. Ah ouais. Oishi. Et t'as bien gardé son goût de crevette. Hein. Ouais. Sucette de poulpe, brochette de tête de poisson. Les Français vont de surprise en surprise. C'est assez puissant. Incroyable, hein, la dextérité. Ah oui, c'est impressionnant. Ça accroche pas du tout. Et en plus, ils font ça avec des baguettes. Avec Patrick, il ne découvre pas seulement une gastronomie différente, mais aussi une autre philosophie. On voit bien que les choses sont faites différemment ici. La cuisine, par exemple. Un bon sushiya, donc un sushiya, c'est quelqu'un qui fait des sushis. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à passer des années à améliorer son geste, à améliorer la qualité de son riz, à améliorer la découpe de son poisson, jusqu'à arriver à une sorte de perfection. Alors que les Français, par exemple, on est plutôt, nous, orientés sur la créativité, sur l'invention, l'imagination. La vieille ville et ses traditions ancestrales. Les Français découvrent de nouvelles coutumes. Voilà, alors, bon, ici on est dans un restaurant où il faut enlever ses chaussures. Donc on les enlève ici, on ne monte pas sur le bois avec les chaussures. On les enlève à l'entrée, on les prend avec soi, comme ceci. Et on les met dans les petits placards qui se trouvent là. Voilà, et chacun prend sa petite clé avec une petite cloche pour ne pas la perdre. Voilà. Ce soir, le groupe va constater que la gastronomie japonaise ne se limite pas au sushi. Ici, la fondue est à base de tofu. Et pour la manger dans les règles, il vaut mieux avoir un traducteur. Donc, en fait, une fois que ça sera chaud, on mange le tofu avec un petit peu de radis comme ça, avec la petite sauce ici. Quand il n'y aura plus rien dedans, vous mettez les ingrédients ici, vous faites un petit peu chauffer ça, et pareil, vous le mangez. Et après, la soupe, vous pouvez la manger avec la cuillère. Quant au sushi, il ressemble à ceux que l'on trouve en France. À première vue seulement. C'est complètement différent ici. Hein. La façon de les manger, les saveurs sont complètement différentes. Génial. En France, sur une crevette, on a vraiment besoin de mettre de la sauce. Là aujourd'hui, j'ai pas eu besoin de mettre de sauce. Il y avait un ressenti dans le goût de la crevette qui était assez exceptionnel. C'est vrai que là, quand je vais rentrer à Paris, le goût du Japon va me manquer un petit peu, quoi. En France, depuis quelques années, la cuisine japonaise est à la mode. Vous avez riz nature, riz vinaigré, salade de choux ou soupe miso.
Bon appétit, bonne journée. Au revoir. Mais ce sushi bien de chez nous a-t-il encore quelque chose à voir avec celui des maîtres nippons? Bonjour. Oui, bonjour, je vais prendre un shirashi saumon, s'il vous plaît, en menu. Oui, comme boisson et accompagnement. Dans la banlieue de Bordeaux, voici la dernière trouvaille du numéro 3 du sushi français, le premier sushi drive d'Europe. Il attire une centaine de clients par jour, comme ce commercial qui vient plusieurs fois par semaine. J'adore les sushis, mais c'est vrai que souvent au centre-ville, il faut se garer, il faut trouver la place. Ici, on passe avec la voiture et puis on peut partir au prochain rendez-vous un peu plus loin. Les clients sont servis en moins de 4 minutes. En coulisses, pour tenir le rythme, les petites mains s'activent. Les cuisiniers du jour sont bangladais. C'est un japonais qui vous a appris? Non, il travaille avec quelques japonais, mais il est originaire, c'est Sri Lankan. Japonais, sri-lankais, bangladais, décidément ce petit tour de main est devenu planétaire. 10 grammes de saumon sur 20 grammes de riz, la matière première coûte à peine 30 centimes. Pourtant, ce sushi sera vendu 1,90 € pièce. Car la main-d'œuvre revient cher, chaque sushi est assemblé à la main. Sushi saumon et thon. En menu ou en plateau seul, monsieur? Plateau seul. Plateau seul. Même en comptant les coûts de personnel et de fonctionnement, le sushi, c'est plutôt une bonne affaire. Le PDG de cette chaîne de restaurants l'a bien compris. Nous le retrouvons au siège de sa société. Salut Ricky. Ça va, tu vas bien? Mourad Benhammer a créé son premier restaurant de sushi il y a 8 ans. Aujourd'hui, son groupe en compte 33 partout en France. Une success story. Pourtant, le patron est inquiet. Alors on essaie de se donner un timing, quoi. On se donne une Le heure. saumon, qui entre dans la composition de la plupart de ces sushis, a vu son prix augmenter de 70% ces 3 dernières années. Quand vous avez des matières premières qui augmentent, ça vous fragilise votre modèle économique et il y a une inquiétude, mais cette inquiétude, elle se matérialise aussi par de l'anticipation sur des actions bien précises avec nos fournisseurs ou sur des matières alternatives. Donc dans les poissons blancs, il y a le Suzuki, il y a le flétan. Le flétan est en revanche un peu cher. Dans cette présentation, il y a des produits qui se supportent les uns les autres. Pour diversifier son offre, son fournisseur Alain Bailly est venu lui proposer de nouveaux poissons, comme le tilapia. Donc le tilapia, qui en fait est un produit qui est très raisonnable en prix, va pouvoir avoir une qualité qui soit vraiment sympa, sans grimper au cocotier comme on peut le faire pour la dorade. Pour ne pas augmenter le prix de sa formule midi à 12 €, la chaîne surveille le cours de ses matières premières. Aujourd'hui, le marché du sushi est soumis à une pression sur ses matières premières qui est réelle. Mais d'où la nécessité qui pousse à chercher des alternatives, à aller chercher plus dans la culture japonaise, dans la cuisine japonaise et dans la world food autour de la cuisine asiatique, des plaisirs et des découvertes pour le consommateur qui permettra de maintenir un prix des menus avec une offre sympa, mais et pas d'avoir à percuter systématiquement les hausses de prix ou d'avoir à réduire les quantités dans l'offre pour que à la fin sur un sushi il n'y ait que du riz et pas de poisson, c'est pas le but. L'an prochain, Mourad proposera un sushi au tilapia, un poisson 3 fois moins cher que la dorade. S'il est obligé de bousculer les habitudes du consommateur, c'est parce que le marché du sushi low cost est devenu très concurrentiel. Dans les rayons des magasins, on trouve désormais des menus midi entre 8 et 10 €. Comment fait-on pour fabriquer des sushis à bas prix? Direction Blois, dans la plus grande usine à sushi d'Europe. C'est Valérie, directrice marketing, et Vincent, directeur de production, qui nous font la visite. C'est important de porter des protections? Ah, c'est indispensable, sinon on ne rentre pas dans l'usine. On est sur des produits ultra frais, donc il faut qu'on soit parfaitement propre, désinfecté, pour pouvoir approcher les produits. « 18 h. Comme chaque soir, une tonne de filets frais arrive pour le découpage. Le compte à rebours a commencé. Les ouvriers ont seulement 5 heures pour transformer ce saumon en sushi.
Il va être lavé, découpé, posé sur les sushis immédiatement, donc cette nuit. Livraison demain matin dans les magasins pour une consommation dans les 4 jours. Et pour que ça aille vite, dans cette usine, tout est rationalisé. C'est une machine qui coupe le saumon en tranches. Certains morceaux servent à faire des nigiri, une tranche de poisson sur une boulette de riz. D'autres, des shirashi, un bol de riz nappé de saumon. Rien ne se perd. Donc ici, on a les tranches de nigiri qui ont été prises dans la partie noble du filet. Donc la partie dans laquelle on a la meilleure épaisseur et qui permet d'avoir les plus belles tranches. Donc ça, ce sont les morceaux qui ont été déclassés, qui vont être utilisés, par exemple dans les shirashi, où on va en faire des brochettes de saumon. Et c'est cette utilisation de la totalité du filet qui va nous permettre d'avoir un prix optimum. Et pour diminuer encore plus les coûts, on utilise le poisson avec parcimonie. Au Japon, à l'école de M. Kimura, la tranche de nigiri pèse 14 grammes. Ici, elle pèse entre 8 et 10 grammes. Réduits en purée, les plus petits morceaux de saumon finiront au cœur de ces makis. Quant au riz, les maîtres japonais n'en croiraient pas leurs yeux. Ici, il est cuit à la chaîne, dans de grandes marmites, avant d'être pressé en boulettes. Une machine comme celle-ci en fabrique 100 à la minute. Tout est pensé pour produire un maximum de sushis en un minimum de temps. En moyenne, dans l'usine, on est aux alentours de 470 pièces par heure par personne, fabriquées et commercialisées. Une formule qui marche. En moins de 10 ans, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3. Bonjour Valérie. Bonjour Célia. Est-ce que tu peux me montrer les derniers sushis fruits? Et pour séduire toujours plus de clients, la marque innove en permanence. En ce moment, Valérie planche sur un nouveau concept, le sushi dessert. Donc framboise enrobage citron, fruits exotiques enrobage noix de coco, pomme kiwi enrobage soy crêpe verte. D'accord. On va les goûter. On va goûter pomme kiwi pour commencer par le plus doux. Vas-y. J'ai goûté exotique. Là, on retrouve bien le goût du fruit cette fois-ci. Avec le support du riz et l'enrobage de la crêpe verte est plutôt assez joli. On est parti sur des idées un petit peu farfelues, du chocolat, la barbe à papa, la guimauve, la pâte de fruits, la pâte d'amande. On est parti sur plein de choses. Tout compte fait, bon, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le chocolat ne tient pas à une température froide. La guimauve ne tient pas à l'humidité. Donc il a fallu un petit peu sélectionner ce qu'on voulait. Donc on est parti plutôt sur des fruits. La première tentative, à base de purée de fruits, est un échec. Le résultat n'est pas meilleur avec de la confiture. C'est finalement la pâte de fruits qui l'emporte. Ce maquis sucré sera disponible en rayon dans les prochains mois. C'est pas quelque chose de très japonais. En tout cas, la touche de sucre à la fin, elle n'est pas très japonaise, mais elle est certainement française. 23 heures. Au bout de la chaîne, les premières barquettes se remplissent. En une seule nuit, l'usine en aura produit plus de 20 000. Elles seront livrées dans quelques heures pour être mises en rayon dès le matin. Il n'y a pas une minute à perdre, car le poisson cru est un aliment qui s'altère rapidement. S'il n'est pas conservé correctement, il peut provoquer de graves intoxications alimentaires. Paris. C'est ici que se concentrent les 2/3 des restaurants de sushi en France. Avec tout ce poisson cru, la direction de la protection des populations ne chôme pas. Bonjour. C'est le service de la protection des populations de Paris, c'est le service d'hygiène, c'est pour un contrôle sanitaire. Un contrôle surprise mené par Marie-Fleur Rémis. Pendant près de 2 heures, l'inspectrice va vérifier la provenance et la traçabilité des produits, le respect de la chaîne de froid et l'hygiène du restaurant. Très bien. Je vois que vous avez le lave-main ici. Il fonctionne comment ce lave-main? Alors, le lave-main. Là, il est cassé aujourd'hui, non? Non, il n'est pas cassé. C'est électronique, hein? Ah, Qu'est-ce qui s'est passé? 5 jours. Bon, il est cassé depuis 5 jours. D'accord, il va falloir le remplacer rapidement hein, pour pouvoir
Se laver les mains d'une manière hygiénique en cuisine. Hein, si on n'avait pas d'eau. Marie-Fleur fait attention aux moindres détails. D'accord. Là, il faudra renforcer le nettoyage sur les joints. Hein, oui. Vous avez vu, d'accord. Les rideaux, il faudra pareil les descendre et les nettoyer régulièrement. Hein. Là, ça c'est pas propre, ça c'est des... Ça a traité chez le fournisseur, etc. Vous voyez, c'est des polystyrènes, c'était les bacs de transport, c'est pas très hygiénique. Hein. Et là, il vous faut une poubelle hygiénique. Il ne faut pas que la poubelle reste ouverte. Hein. Ici, plus qu'ailleurs, l'hygiène doit être irréprochable, car le poisson cru est sensible aux parasites et aux bactéries. Dans le saumon, puisque là, ça va être servi cru. Oui, servi cru. Là, je vérifie la température donc, du saumon qui doit être donc, à 2 degrés pour servir cru aux consommateurs. Au-delà, il y a un risque de développement bactérien. Les restaurateurs doivent être particulièrement vigilants avec l'anisakis, un ver visible à l'œil nu qui peut déclencher de graves troubles digestifs. Je ne sais pas ce que vous avez préconisé justement pour la recherche d'anisakis. Quand vous avez du poisson cru, notamment le saumon que vous servez. La recherche se fait au niveau de la préparation et du découpage. Et comme vous l'aviez dit, ça se voit à l'œil nu. Oui. Donc on peut voir rapidement s'il y a des morceaux qui sont contaminés ou pas. Et s'il y a des morceaux qui sont contaminés, le lot part à la poubelle. D'accord. Midi, le service va bientôt commencer. Après l'inspection méticuleuse des cuisines, du comptoir et des stocks, le verdict tombe pour le restaurateur. Je vais relever un avertissement et je reviendrai voir l'évolution comme on fait habituellement hein, donc, pour pouvoir corriger. Si ça ne s'améliorait pas, par contre, la sanction sera plus sévère. D'accord, nous allons faire une... D'accord. Depuis qu'elle travaille dans ce service, Marie-Fleur trouve que l'hygiène des restaurants de sushi s'est bien améliorée. Il y a quelques années, c'était beaucoup fouillis. Beaucoup le bazar, au niveau du nettoyage, la propreté, c'était pas fait. Là, ça commence à vraiment rentrer dans les mœurs, ça se fait beaucoup, un petit peu plus. Il y a encore du travail, mais c'est quand même moins qu'avant. Ces sushis low cost, made in France, fabriqués dans des restaurants bon marché, dans des chaînes ou vendus dans des grandes surfaces, nous avons voulu les faire goûter à des connaisseurs. Mika Kobayashi, consultante culinaire, Chihiro, notre critique gastronomique, et Patrick ont accepté de jouer le jeu. Le premier sushi que nous leur proposons de goûter provient d'une chaîne de restauration rapide. Merci. À l'œil, on le voit. Le riz est beaucoup trop compact. La bouchée est vraiment trop grande. C'est gros, hein? D'abord, c'est énorme. C'est énorme, le riz est pâteux. On s'étouffe dessus, quoi. Normalement, un sushi, c'est fait pour être mangé en une seule bouchée. Là, il faudrait quasiment 3 bouchées pour manger un sushi comme ça. Dans un moule, Ni le riz, ni le poisson de ce nigiri ne trouvent grâce aux yeux de nos experts. Très, très compact. Place au deuxième test. Cette fois, nous leur proposons de goûter des sushis venant d'un restaurant de quartier bon marché. C'est trop gras. Pour moi, c'est tous dans le même sens. Hein. On dirait des jouets. Là encore, le jury est unanime pour ne reconnaître aucune qualité à ces nigiri. Ce qui me fait un peu de peine, c'est que souvent, les gens qui n'ont pas goûté des vrais sushis, pour eux, c'est la norme, ça. Et ils se sont habitués à avaler ce genre de choses parce que c'est du saumon, il y a un vague air de famille avec quelque chose qu'on appelle le sushi. Enfin, si on cherche un tout petit peu le goût, on ne peut pas être du tout satisfait de manger quelque chose comme ça. Dernière dégustation, des sushis de supermarché fabriqués en usine. Ouh là là. Mais le riz, il est pressé à mort. On est obligé de manger ça. Ah oui, ça c'est... Le riz est ultra tassé.
Le poisson, on n'en parle même pas parce que... C'est de la graisse. On se demande s'il a jamais été dans la mer. Il n'a aucun parfum marin, aucun goût. Enfin bon, là, ça fait peur. Là. Ce saumon qui fait peur à Chihiro est norvégien, comme 70% du saumon que nous mangeons. Lorsque l'on regarde la carte d'un restaurant de sushi, il est partout, en nigiri, en sashimi, en maki. Pourtant, selon certains, ce serait la nourriture la plus toxique au monde. Pour en savoir plus, nous sommes allés en Norvège. Si le saumon s'est autant démocratisé, c'est grâce à ce pays. Ici, on ne le pêche presque plus. On l'élève dans des fermes géantes qui font la fortune de ce pays, l'un des plus riches de la planète. Les Norvégiens ont l'or noir, le pétrole, mais aussi l'or rose, le saumon. Chaque année, les exportations de ce poisson rapportent près de 4 milliards d'euros. Kenneth Flatten est éleveur de père en fils. Il est le seul à avoir accepté de nous ouvrir les portes de sa ferme. Depuis quelques années, la qualité sanitaire du saumon de Norvège est au centre de polémiques. Kenneth, lui, n'a rien à cacher. À quelques dizaines de mètres du rivage, il accepte de nous montrer ses énormes filets ronds. Ce sont les parcs à saumon. À l'intérieur, 100 000 poissons vivent ensemble. Kenneth vient là tous les jours pour vérifier la solidité des filets. Les poissons, eux, sont nourris automatiquement. Vous voyez là? La nourriture est projetée au milieu du filet par ce tuyau. On les nourrit toute la journée, de 7 h du matin à 5 h du soir. Quand nous les recevons tout petits, ils pèsent 100 grammes et nous les emmenons jusqu'à 4 ou 5 kilos. Pour faire grossir les poissons de 5 kilos en moins de 2 ans, il faut les engraisser. Sur l'écran de son ordinateur, Kenneth vérifie en temps réel que la bonne quantité de nourriture est distribuée. Ce n'est pas un problème pour moi de leur donner 10 000 ou 15 000 kilos de nourriture par jour. En quelques clics, c'est fait. Ces saumons d'élevage ne sont pas nourris avec des produits naturels, mais avec des croquettes industrielles. Quel genre de nourriture vous leur donnez? Je leur donne des croquettes comme celle-ci. Dedans, il y a de la farine de poisson, de l'huile de poisson, et nous utilisons aussi de l'huile végétale, comme de l'huile de colza ou de l'huile de soja. Certains disent que la nourriture des saumons contient beaucoup de polluants, comme des PCB, des dioxines ou encore des pesticides. C'est vrai ou pas? Je pense qu'il n'y a rien de tout ça. Je suis sûr que les fabricants mettent ce qu'il y a de meilleur dans la nourriture des saumons. C'est pour ça que je paye. Pourtant, les écologistes norvégiens affirment que cette nourriture est beaucoup trop polluée. Kurt Odekalv est le plus virulent d'entre eux. Il est l'ennemi numéro 1 des éleveurs de saumon. Cela fait 25 ans que je combats l'industrie du saumon. En fait, je me bats contre toutes les industries qui polluent la Norvège. Ah, excusez-moi, j'ai un coup de fil. Dans sa voiture, transformée en bureau itinérant, le militant écologiste parcourt toute l'année les routes norvégiennes pour alerter sur ces saumons impropres, selon lui, à la consommation. Ce jour-là, il nous emmène à 50 km de Bergen, dans un des parcs à saumon du 2e plus grand producteur du pays. Ce qu'il dénonce, ce n'est pas seulement l'alimentation des saumons,
mais aussi leur mode d'élevage, intensif. Ces fermes, on appelle ça des camps de concentration pour poissons. Ils nagent dans leur propre déjection. Ils mangent les déjections de leurs voisins. Ils ont beaucoup de poux. C'est un gros problème d'avoir autant de poissons dans un espace aussi réduit. Parqués par dizaines de milliers dans leurs cages, les poissons se transmettent toutes sortes de maladies. Pire encore, les élevages sont infestés de poux de mer, ces petites bêtes qui grignotent la chair du saumon. Pour les éradiquer, un puissant pesticide est ajouté à leur alimentation. Il s'agit du diflubenzuron, un produit controversé. Une fois ingéré par le saumon, il se transformerait en une substance cancérigène pour l'homme. C'est un poisson chimique qui n'est pas fait du tout pour être mangé. Personne dans mon entourage, mes amis, ma famille ou mes collègues, personne n'en mange. Si on peut, on pêche du saumon sauvage. Sinon, on n'en mange pas. C'est trop gras et trop risqué d'en manger. De retour de Norvège, nous avons voulu savoir ce qu'il y avait vraiment dans la chair des saumons de nos sushis. Direction Rungis. Nous avons rendez-vous chez un grossiste qui fournit un tiers des restaurants japonais de la capitale en saumon. Voilà les 3 boîtes. D'accord. Dans ces boîtes, 3 saumons achetés à 3 des plus gros producteurs norvégiens. Nous prélevons 3 échantillons que nous emmenons dans un laboratoire d'analyse agroalimentaire du côté de Lyon. Bonjour. Bonjour. Voilà les échantillons de saumon. Merci. Dans la nourriture de ces saumons, il y a du soja, du tournesol ou du blé qui peuvent contenir des pesticides, mais aussi de la farine et de l'huile de poisson potentiellement chargées en PCB, dioxines et mercure. Nous avons demandé à ce laboratoire de rechercher des traces de ces 4 polluants dans la chair des saumons. Une semaine plus tard, nous recevons les résultats. Dans les 3 échantillons, il n'y a pas de pesticides. En revanche, il y a bien des PCB, des dioxines et du mercure. Les niveaux trouvés sont tous inférieurs aux normes européennes. De façon générale, les autorités recommandent de ne pas manger plus de 2 portions de poisson par semaine. En Norvège, des chercheurs pensent que ces recommandations ne vont pas assez loin. Selon eux, les femmes qui veulent avoir des enfants devraient carrément bannir le saumon de leurs assiettes. C'est l'avis d'Annelise Monson, elle est pédiatre. Ces polluants sont solubles dans le gras. Ils sont stockés dans le corps humain pendant de très longues années, jusqu'à 20 ans. Donc, quand une fille commence à manger du saumon toute petite, quand elle aura son bébé, elle aura accumulé un gros stock de polluants. Et pendant la grossesse, elle va en transmettre beaucoup à son bébé, via le placenta et pendant l'allaitement. Problème, des études montrent que ces polluants sont nocifs pour le développement des bébés. Pour Annelise, même en petite quantité, dans des sushis par exemple, ils sont toxiques. Tant que les saumons d'élevage contiennent des polluants, peu importe qu'ils soient en dessous des limites. Tant qu'ils ne décontamineront pas la nourriture pour les saumons, je ne pense pas qu'il faille recommander aux femmes et aux enfants de manger ce poisson. Mais alors, peut-on se passer de ce saumon bon marché? Certains en France en sont convaincus. En Bretagne, du côté de Brest, Xavier Pinsec est un chef sushi différent. Comme tous les restaurateurs, il achète ses poissons à la criée. Mais cela ne lui suffit pas. Il veut tout connaître des produits qu'il met sur ses sushis.
Il veut les voir évoluer en pleine mer. Aujourd'hui, il accompagne des éleveurs d'ormeaux. Un coquillage gourmand, très recherché. Comment tu vois ça alors, la femelle? C'est gris. C'est gris et vert, c'est mâle. Hein. Non, blanc, c'est mâle. Donc celui-là, tu as dit 2 ans, Sylvain? Celui-là a 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Est-ce qu'on voit les petits pics verts là, qui sortent un petit peu comme des sortes de poils? C'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle les épipodes. Ce sont des palpes. Xavier est le seul chef à proposer des sushis aux ormeaux. Ça permet à l'ormeau de sentir son environnement. C'est incroyable comment ça bouge, quoi. Il a une vraie passion pour ce petit gastéropode des mers. Voilà. Ce sont des animaux nocturnes et très attachants. C'est tellement rare de voir un ormeau aussi vivant. Avec, là, on voit vraiment on voit les yeux, on voit qu'il nous regarde. C'est vraiment un être vivant, quoi. Je regarde la bestiole, quoi. Mais je le vois pas forcément tout de suite dans une casserole, quoi. Ouais. C'est après, une fois que j'arrive au restaurant, ça y est, mon esprit va changer et je suis au travail. Là, je suis vraiment plus, c'est le côté, on est vraiment avec l'océan, on profite de la vie de l'océan, quoi. Chaque jour, Xavier fait entrer le goût de l'océan jusque dans les assiettes de son restaurant. Impeccable, c'est parti. Comme les ormeaux du matin, il connaît ses poissons et ses coquillages sur le bout de la lame. Car sa pêche est presque entièrement locale. On a de la sèche, Sud Finistère. On a Verny, probablement, Pointe du Vent. On a ensuite du poulpe, Guilvinec. Un gage de qualité et un supplément d'âme. J'ai l'impression de travailler vraiment avec des produits de mes ancêtres, de mes racines. Donc c'est vraiment quelque chose avec lequel je me sens en résonance, quoi. Cet art du sushi, c'est au Japon qu'il l'a appris. Dans son bout de Bretagne, il a recréé l'esprit des grands maîtres. Ça, on écoute. Chaque soir à son comptoir, le même rituel. Il faut aiguiser les couteaux. Ça, il me manque une cuillère ici. Inoki, bonjour. Alors, par contre, ce soir, on a pas mal de monde. Et pour faire un bon service, on ne peut pas prendre... la première partie du service sera complète. 13 clients par soirée, pas plus, pour être sûr de servir les meilleurs sushis. Et Christian, ça va? Christian est l'un des plus fidèles clients du restaurant. Du bar de ligne. Bar de ligne. La sèche, du poulpe, massé par Bertrand, donc un soir de pleine lune en tutu. C'est toujours le truc que je dis. Non. Des sushis, beaux comme des tableaux. Une invitation au voyage. Je suis rentré là comme dans un restaurant sushi classique avec une envie de sushi et de maki, comme si j'allais dans n'importe quelle chaîne de restaurants sushi. Xavier m'a dit « Vous avez réservé ?» Là, j'ai compris que je n'étais pas dans n'importe quelle chaîne de restaurants sushi. Je dis « Non, je n'ai pas réservé ». Il m'a fait le plaisir de me servir quand même des sushis que j'ai consommés chez moi. Et depuis, je reviens hyper régulièrement parce que pour moi, c'est le meilleur restaurant sushi auquel j'ai mangé dans ma vie. Xavier a une clientèle de passionnés. Et pourtant, à 38 € le plateau de 16 sushis, soit 2,40 € pièce, il ne parvient pas à gagner correctement sa vie, moins que le SMIC horaire. Le saumon, c'est OK. Mi-cru, mi-cuit? Oui. Aujourd'hui, ce qui le fait encore tenir, c'est la passion.
quand je reviens dans ce restaurant et je sens cet esprit d'atelier, comme un petit atelier d'artisan en fait, et que je reviens et que je vois ce comptoir qui est joli, avec ces petites lumières tamisées, cette atmosphère de bois, c'est l'âme japonaise. Je recommence à nettoyer le riz, à cuire le riz, tous les jours avoir le riz qui redevient vivant, puisqu'on le mélange avec du vinaigre de riz. Voilà, c'est comme si on était vraiment en création tous les jours. Fin du service. Xavier peut enfin relâcher la pression. Demain, l'océan apportera de nouvelles saveurs. Une ressource précieuse, mais menacée par la pêche intensive. Les maîtres sushis sont inquiets. Dans toutes les mers du globe, les bons poissons se font de plus en plus rares. L'avenir du très bon sushi se joue là, dans les profondeurs de ces eaux cristallines.